En fait, moi, je suis arrivée à l'Université Laval à une époque assez particulière. Bon, il y avait le féminisme, des études féministes qui commençaient, là, les cours sur les femmes, on parlait de ça, on s'intéressait aux femmes. Les recherches se développaient, les cours se développaient, les thèses, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoires et de thèses là-dessus au département d'anthropologie. On était vraiment les leaders à l'Université Laval et au Québec. Et il y avait aussi le marxisme ou le matérialisme historique qui était extrêmement puissant. Donc j'avais des cours, le cours d'anthropologie urbaine qui était un cours où le marxisme était extrêmement important. C'était la naissance, si on veut, de la sociologie urbaine marxiste, et de la sociologie urbaine, oui, plutôt la sociologie urbaine marxiste et l'anthropologie urbaine aussi. Et puis, c'était le début aussi des cours des analyses féministes. Alors, j'avais les deux cours dans deux domaines assez particuliers. Et le département d'anthropologie, comme je le disais, avait été influencé par le matérialisme historique. Quelques années avant, je ne pourrais pas vous dire l'année exactement, mais Louis-Jacques le saurait. Maurice Godelier était venu au département et il semble que ça avait beaucoup influencé les professeurs, les étudiants. Et il y avait un bon groupe de gens étudiants, professeurs, qui étaient vraiment orientés matérialistes historiques et qui étaient dominants, je dirais, parce qu'il y avait aussi des mouvements sociaux là-dedans. Les étudiants étaient dans les groupes PCCML, les marxistes-léninistes, etc. Il y avait plein de factions. Alors, il y avait toute une activité, non seulement intellectuelle, mais politique aussi, comme contexte au département. Et il y avait le féminisme aussi. Et pour les marxistes, les féministes, dont moi, étaient simplement des bourgeoises. Qu'est-ce que c'est ça? C'est tellement secondaire, les femmes. La lutte principale, c'est la lutte des classes, c'est pas la lutte des femmes. Alors, dans les cours, ça se sentait. Et les gens venaient dans les cours avec, évidemment, leurs propres convictions. Et il y avait évidemment des accrochages. Moi, j'ai eu la chance, à cause du fait de toujours commencer au premier cours, sur le respect, l'importance, mais je sais que c'était pas facile parce qu'il y avait nécessairement deux groupes qui pouvaient s'affronter et qui s'étaient affrontés dans le passé. Il y avait aussi en anthropologie urbaine, dans mes cours, moi jeune prof, je créais ce cours-là, là. Il n'existait pas avant, et il existait, mais pas du tout sous la même forme, et j'avais des gens qui s'assoyaient en arrière et qui attendaient mon erreur, et parce qu'eux, ils avaient lu Marx dans le livre, et puis Engels dans le livre. Et là, c'était... il fallait pas que je fasse d'erreur, mais moi, je préparais beaucoup, beaucoup mes cours. J'étais connue pour ça, puis je travaillais 7 jours par semaine, je faisais que ça. Donc, je travaillais énormément, ce qui fait que quand j'arrivais en classe, c'était difficile de m'accrocher vraiment, là. C'était clair que je prenais mon rôle au sérieux. Mais ça a été quand même une période que moi, j'ai trouvée dure, comme jeune prof. Sur le plan humain, c'est difficile, parce qu'en plus de tout le travail que vous avez à faire pour préparer des cours tout nouveaux, puis moi j'avais beaucoup d'étudiantes, surtout des étudiantes, très peu d'étudiants, qui venaient, qui voulaient travailler avec moi, parce que j'étais la seule à l'époque j'avais Chantal, mais Chantal est partie, je me souviens plus en quelle année, elle est partie pour Concordia. Mais au départ, on n'avait que nous deux pour diriger des thèses sur les femmes, puis il y avait un intérêt incroyable. Le cours La femme question anthropologique allait chercher des étudiants un peu partout sur le campus. C'était le seul qui se donnait à l'Université Laval jusqu'à ce que Jeanne Lapointe crée le sien à la fin des années 70, qui était en littérature, puis qui était au 2e cycle. Mais autrement, c'était le cours qui attirait toutes les personnes qui se sentaient une affinité avec le féminisme. Et ça, c'était très intéressant. Et donc, il y avait beaucoup d'étudiantes et d'étudiants, mais surtout des étudiantes d'anthropologie, qui voulaient travailler sur les femmes. Donc, j'en ai dirigé plusieurs. Et j'ai dirigé des sujets aussi qui n'avaient jamais été traités avant. Par exemple, l'épisiotomie. On ne parlait jamais de ça en anthropologie. Alors, ma première thèse de maîtrise que j'ai dirigée, c'est celle de Nicole Cocatrix, qui était sur l'épisiotomie. Et elle a traité ça à partir du discours des médecins, du discours des femmes et puis de l'organisation, mais une thèse anthropologique, mais qui a été ensuite publiée sous forme de livre. Je parlais dans mes cours de violence, de viol, de sexualité. Je
pas sûre qu'en anthropologie, on parlait beaucoup, mais de sexualité, non pas sexualité exotique, là, mais de sexualité qu'on pouvait vivre ici. Alors, ce cours-là était extrêmement important et je pense qu'il a beaucoup marqué l'anthropologie. Mais ensuite, évidemment, avec les années, le cours a disparu graduellement, il a changé de nom, mais aussi, je pense qu'il n'existe plus aujourd'hui. Là, je n'ai pas fait de recherche. Mais il a changé de nom pour devenir approche féministe, perspective féministe en anthropologie. Il est passé du statut de cours optionnel à cours semi-obligatoire dans les modules, dans un des modules. Et d'ailleurs, je peux vous dire que c'est moi qui ai créé, avec le comité de programme, la structure modulaire du département d'anthropologie. Quand j'ai été jeune prof, en 1978, je suis devenue directrice du programme de premier cycle. Et il y avait Jean-Jacques Chalifou et Lise Pilon qui faisaient partie du comité de programme. Les étudiants s'étaient retirés. Ils nous laissaient aller pour voir comment on irait, parce qu'il y avait eu un débat sur... le cours de mathématiques, il y en avait pour qui c'était obligatoire, d'autres pour qui ce n'était pas obligatoire. Donc, il fallait clarifier tout ça, tout en préparant, à partir de ce que les étudiants nous avaient proposé d'ailleurs, tout renouvelant le programme d'anthropologie. Et on avait établi la formule des modules. Ça demeure toujours aujourd'hui. Donc, ça a été créé, ça, sous mon règne de directrice de programme en anthropologie. De 78 à 81. Ça a évolué ensuite. Donc, c'était pour vous dire que le cours de perspective féministe est entré dans un des modules comme cours semi-obligatoire. Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, non seulement des personnes qui tenaient absolument à le suivaient, mais aussi, ça touchait un plus grand nombre de personnes qui prenaient ce cours-là, plutôt que sur un autre bord, pourquoi pas. Il fallait qu'ils en prennent un certain nombre dans le module, bon, ils prenaient celui-là. Et ça permettait de toucher, de sensibiliser à ces questions qui sont quand même fondamentales. Ça touche les femmes, c'est la moitié de l'humanité. Et les anthropologues sont les premiers à le constater. Donc, c'est important qu'on ait eu ça. Et j'ai fait ça pendant quelques années, comme vous le savez. Mais cette question donc, des femmes, comment elle s'est imposée à vous? Puisque vous arriviez avec une thèse dans un autre sujet qui avait rien à voir. Donc, est-ce que c'est ces premières années en fait, le cours a été important. Le cours a été important, mais moi, je me souviens, quand j'habitais aux États-Unis, c'était l'époque j'avais pas beaucoup d'argent, vraiment, là, mais j'achetais des livres de poche. Les premiers livres de poche, comme Sexual Politics en anglais, puisque je lisais l'anglais et que je parlais l'anglais. Alors, je les avais tous achetés, mais ça n'avait rien à voir avec la science, même si ces ouvrages-là, comme Sexual Politics, c'était la thèse de doctorat de Kate Millett. C'était sa thèse de doctorat. Même chose pour d'autres qui avaient des ouvrages. Aujourd'hui, on considère que ce sont des classiques du féminisme, mais c'était souvent des étudiantes ou des toutes nouvelles diplômées de sciences sociales qui publiaient, et c'était devenu ensuite des ouvrages de référence. Alors, j'avais tout lu ça, donc j'avais un intérêt. Et pour la France, j'étais intéressée à travailler sur les femmes. J'étais partie avec cette idée-là. Quand Gabriel Gagnon m'avait demandé sur quoi voulez-vous travailler, j'avais dit la publicité, les femmes. Mais Paul-Henri m'avait convaincu qu'il y avait déjà suffisamment de choses là-dessus, mais pourquoi pas l'achat à crédit? Et ça m'avait intéressée justement parce que s'il y avait un domaine auquel je pouvais être sensible, c'était bien celui-là. Puis les ouvriers, moi, j'étais de condition ouvrière, ce qui fait que j'avais aucun problème à discuter avec les ouvriers. J'avais pas à me forcer à essayer d'entrer dans ce qu'ils pouvaient bien penser. Et je pense qu'ils le sentaient, ça. Ça aidait. Donc, votre question, c'était sur quoi donc? Comment cette question des femmes s'est imposée? C'est ça. Donc, tout cet intérêt personnel. Et puis, le cours est arrivé. Mais le cours m'a permis de formaliser les choses, de lire davantage, d'organiser la pensée. Et puis, plus on lit, plus on se rend compte, mais c'est incroyable, là, tout ce qu'il y a à faire. Là. Et il y a vraiment... d'abord, à l'époque, il y avait très peu de choses sur les femmes, déjà. Donc, on avait tout à faire. Puis, c'était vraiment très androcentrique. J'étais l'objet même, moi, de ce travail-là, puisque j'avais fait anthropologie. Et il y avait en anthropologie, évidemment, toujours dans les monographies, une partie sur la famille. Mais les femmes comme actrices sociales là, n'existaient pas vraiment. Là. Il fallait que ce soit quelque chose de particulier où il y avait des notes infrapaginales qui vous disaient quant aux femmes, ça se passe comme ça. C'est pas tout à fait terminé, ça. Alors, quand on découvre ça, on se dit j'ai pas besoin de chercher midi à 14 heures quoi faire. C'était ça. Et il y avait aussi l'intérêt des étudiantes, mon propre intérêt. Alors, quand j'ai développé je me suis rendu compte que, j'avais envie de retourner aux Antilles, mais cette fois-ci, j'avais envie de travailler sur la condition des femmes.
et non pas sur un autre sujet, quel qu'il soit, et ça s'est développé. J'ai même pas eu de choix, entre guillemets, à faire, vraiment. Je l'avais en dedans de moi, si on peut dire, et puis le fait d'avoir à pousser plus loin, et ça m'a aidé. Puis ensuite, on a mis le GREM sur pied, et là, on s'est rendu compte, parce que c'était interdisciplinaire, on était 18 au départ, puis on était dans 7 ou 8 facultés différentes, et plus de départements, évidemment, différents. Et c'était des gens qu'on rencontrait dans des colloques. On allait dans des colloques, puis on se rencontrait, puis on parlait. On se trouvait isolés. On s'intéressait aux femmes, on était très isolés chacun dans nos départements. Et puis on s'est dit, on va mettre un groupe sur pied. Et c'est comme ça qu'on a mis le groupe de recherche multidisciplinaire féministe. Parce qu'on finissait par se rencontrer autour de toutes sortes d'autres questions. Puis là, on s'est dit, bon, on va se réunir, puis on va faire des choses à partir de ça. Et ça, c'était à l'Université Laval, mais il y avait d'autres universités qui faisaient la même chose. À l'UQAM, il y avait aussi un groupe. À McGill, il s'en est formé un ensuite. Dans les universités aux États-Unis, il y avait déjà beaucoup de cours, de programmes de Women's Studies qui existaient. On est un petit peu plus tard. En France, il y avait vraiment très peu de choses. Aujourd'hui, c'est le contraire, il y en a beaucoup. Mais donc, ça a été comme pas naturel, j'aime pas le terme justement quand on parle des femmes, mais il reste que ça n'a pas été un choix raisonné, longtemps pensé. Ça s'est fait, c'était déjà là. L'intérêt d'aller en Guadeloupe, pour moi, c'est que je connaissais l'histoire très bien. J'avais quand même fait 3 terrains, 4 en fait, en Guadeloupe. Je connaissais bien l'histoire, l'économie, les rapports avec la métropole, j'avais tout ça. Donc, il me restait maintenant à découvrir les données sur les femmes pour préparer un projet de recherche. Et là, c'est là que j'ai découvert qu'il n'y avait pas beaucoup de données. Sur la Guadeloupe, il n'y en avait pratiquement pas. Sur les femmes comme telles, les statistiques, qu'est-ce que ça nous disait sur les femmes? Il y avait très peu de choses dans l'ensemble de la Caraïbe, de toute manière. Et je me suis dit, bon, ça y est. Et je suis partie avec un projet qui s'appelait Conditions féminines en Guadeloupe, avec un grand titre comme ça, parce qu'il y avait tout à faire, ne serait-ce que par les statistiques. Moi, j'ai travaillé avec des démographes, parce que pour ce projet-là, je suis allée au Centre Caraïbe de l'Université de Montréal, et le directeur de l'époque, qui était Victor Piché, alors je lui ai dit, Victor, est-ce que ça vous intéresserait de vous associer à moi pour un projet de recherche en Guadeloupe? Évidemment, il était heureux de ça, et c'est avec Joël Grégory, qui était un chercheur démographe, que je me suis associée pour le premier projet. Et donc, j'ai travaillé avec des démographes parce que pour moi, c'est important de savoir ce qui existe comme chiffre quand il y en a, parce qu'en Guadeloupe et dans les Antilles françaises en général et en France, puisque c'est un département français, il y a des données statistiques, il y a des données fiables. Alors, autant en profiter. Mais c'est ce que les données démographiques ne nous disent pas qu'il faut aller chercher ou qu'il faut regrouper. Alors, j'ai beaucoup aimé travailler avec les données démographiques et ensuite faire du qualitatif avec ça ou avec ça, mais avec les données démographiques, quand on est capable de les analyser de façon critique, c'est évident qu'on a déjà beaucoup d'informations. Tandis que pour faire des entrevues, bien, c'est très long, on en fait très peu quand on fait du qualitatif. Donc, l'idée d'utiliser les deux. Et ça a intéressé certains étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal et de l'Université Laval. Donc, ça donnait des mémoires. Moi, j'aurais continué à travailler en Guadeloupe au lieu d'élargir après 3 ans. Mais les contraintes des organismes subventionnaires sont telles qu'on ne vous permet pas vraiment de rester. Et il y avait encore beaucoup, beaucoup de boulot, surtout quand on veut faire du qualitatif, ça prend du temps. Et c'est ce qu'on ne nous donne pas, le temps. Il ne faut pas refaire le même projet. Donc, j'ai élargi avec Trinidad et on avait essayé d'avoir Haïti, mais c'était l'époque où la situation politique s'était compliquée beaucoup, beaucoup. Donc, on a oublié Haïti. Puis, les budgets non plus ne suivent pas. Vous demandez un montant en calculant le plus près possible des besoins et on vous donne la moitié ou le tiers. Et là, ça change beaucoup de choses. Et ça, c'est un peu difficile à vivre. Quand on regarde un CV, là, je regardais le mien pour le film, je me dis, il y a des choses là-dedans qui, dans le fond, auraient été très différentes si la recherche se faisait vraiment comme de la recherche et non pas avec ces contraintes-là de nombre d'années, de longues demandes de subventions qui font que c'est des mois et des mois. Et puis ensuite, on part à zéro. Recommencer dans un nouveau terrain, c'est énorme, reconnaître un nouveau terrain. Dans une autre langue, d'ailleurs, c'est en anglais à Trinidad. Avec aussi des démographes, encore une fois. C'était Victor, cette fois-ci, qui
qui était mon co-chercheur. Et il y a eu donc des thèses qui ont été faites. Moi, je suis satisfaite des résultats en termes de thèses qui ont été faites, de mémoire, mais sur le plan de la recherche comme telle, je trouve que c'est assez décevant. L'organisation elle-même, c'est qu'on n'a jamais le temps d'aller à fond. Quand vous faites un projet de recherche, vous commencez la première année, évidemment, vous avez beau avoir écrit votre projet, il reste tout à faire. Et ensuite, vous avez les outils à préparer, et puis les étudiants à engager, la collecte à faire, l'analyse à faire. Et là, vous arrivez, les années sont passées, les 3 années sont passées, il faut faire le rapport, vous êtes en retard. Alors ça a été difficile, même si je trouve que les profs, de ce point de vue-là, dès qu'on commence à enseigner et qu'on fait des projets, on devient presque des administratrices et administrateurs de recherche plus que des chercheurs et des chercheuses comme tels, là, parce qu'on a toujours un intermédiaire. Les étudiants font du terrain, comme nous, on en a fait quand on était étudiante, mais on fait beaucoup d'administration, puis on fait beaucoup de demandes de subventions, on le publie. Mais le terrain, à mon avis, n'occupe pas toute la place, pour moi en tout cas, que ça devrait occuper. Mais là, vous aviez réussi à intégrer des étudiants oui. dans ce projet-là pour qu'ils fassent du terrain. Oui, mais c'est ça. Les étudiants et étudiantes, ils en font du terrain. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, il y a eu des thèses de doctorat en démographie qui ont été faites aussi. Donc, c'est ça l'arrangement, là. C'est que le projet permettait à la fois des étudiants d'anthropologie et de démographie de faire des thèses. Et donc, ça a très bien marché pour ça. Mais sur le plan humain, moi, je trouve qu'il y a une certaine frustration de ce point de vue-là. Et quand j'ai eu terminé les projets en Guadeloupe, puis à Trinidad, de toute façon, à Trinidad, il faut se dire que... Bon, en Guadeloupe, on ne peut pas dire qu'il y avait un énorme intérêt pour ce que je faisais. La question des femmes, c'était pas une préoccupation vraiment. Donc, c'était difficile de trouver, comme moi j'ai toujours fait à l'Université Laval, aller discuter avec des collègues et tout. Il y avait des gens qui étaient dans les mouvements de femmes, comme l'Union des femmes guadeloupéennes, puisqu'il y avait le Parti communiste, donc il y avait l'Union des femmes, il y avait des militantes. Mais les recherches comme telles, il y en avait très, très, très peu de gens avec qui je pouvais en parler. À Trinidad, par contre, il y avait vraiment des groupes très organisés de chercheuses, de centres de recherche, etc. Mais c'est là que j'ai découvert qu'il n'y avait pas besoin d'une Québécoise pour faire les recherches qu'elle faisait déjà, et beaucoup mieux que moi, puisqu'elle connaissait bien le pays. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, je pense qu'aux Antilles, sur le plan éthique, là, je me sentais plus à l'aise de ne pas poursuivre ou d'aller faire une recherche qu'elles avaient peut-être déjà faite ou qu'elles pouvaient faire de toute façon si ça les intéressait. Et j'ai donc essayé de faire de la recherche ailleurs ou plus appliquée, de m'intéresser davantage à des choses plus appliquées. Donc, j'ai essayé d'aller vers l'Afrique. J'ai rencontré une collègue, c'est-à-dire j'ai rencontré quelqu'un dans un centre de recherche qui était très intéressé, mais malheureusement, elle quittait. Comme ça arrive très souvent, des intellectuels africains, des organismes internationaux les recrutent. Alors, des gens qui sont très dynamiques, qui mettent des choses sur pied, qui font vraiment avancer les choses, sont recrutés par des organismes internationaux. Là, je ne parle pas d'un organisme canadien, mais j'ai vu la même chose ailleurs avec un organisme canadien. Et d'autres prennent la relève, mais des plus jeunes, qui n'ont pas nécessairement les reins aussi solides, la réputation non plus, et qui ont beaucoup plus de travail, et qui ne peuvent pas se libérer. Donc, on a essayé de mettre un projet sur pied pour l'Opel Furef, et finalement, ça a donné la possibilité à la collègue de venir au Québec. Moi, j'ai pu aller au Burkina, mais sur le plan des succès de recherche, je ne dirais pas que c'est un succès, au contraire. Et c'est une certaine frustration, si on veut. Mais pour elle, ça a été l'occasion de venir à au moins 2 colloques ici et puis de voir un peu comment on travaillait. Mais moi, j'ai connu ce que c'était que l'Afrique aussi, à ce point de vue-là, parce qu'elle-même, avec sa sœur, elle faisait vivre 20 personnes dans sa famille, là, quand on allait dans sa maison. S'il y avait sa mère, tous les frères, les sœurs, je ne sais pas si c'était un foyer polygame, mais probablement, d'après ce que je peux voir. Et il y avait ses enfants à elle, et il y avait les enfants de sa sœur et tout. Et quand sa sœur est décédée d'un cancer, elle était toute seule pour faire vivre les 19 personnes. Alors, elle était directrice de son département. Et elle m'expliquait que parce qu'elle était directrice de son département, c'est elle qui écrivait les mémos et tout, et elle allait les porter aux personnes concernées, à pied. Donc, elle se déplaçait, elle n'avait pas de secrétaire. Alors, c'est sûr que les conditions de recherche dans ce cas-là,
c'est vraiment pas idéal. Mais moi, ça m'a appris beaucoup sur le terrain. Ça, c'était au Burkina, mais j'ai appris ce que c'était que les conditions de travail des Africaines qui font beaucoup de choses, mais qui, à un moment donné, ne peuvent pas avoir même la liberté que nous, on a ici au Québec, même si on dit qu'on enseigne beaucoup, on a beaucoup d'administration, on publie, on encadre énormément. Moi, j'étais une très bonne professeur pour mes étudiants et étudiantes. Mais on a quand même une liberté, on a du personnel, mais eux autres n'avaient rien de ça. Et la responsabilité de faire vivre 19 personnes, ça m'avait toujours beaucoup frappé. Mais c'est énorme, ça, avec le salaire de prof d'université. Oui, on voit ces femmes africaines très actives dans le microcrédit, dans toutes sortes d'initiatives économiques. Mais comment elles recevaient cet intérêt que vous pouviez avoir ou ces recherches que vous souhaitez développer avec les femmes? Est-ce qu'il y avait une réception par rapport à ces thématiques-là, j'imagine? Ah oui, parce que la collègue en question, elle faisait déjà des petites recherches pour des organismes comme l'UNICEF. Mais c'était des petites recherches. Donc, ça prenait quelques mois, d'un contrat. C'est des contrats de recherche de quelques mois. Et j'avais lu ces travaux, oui, c'était très intéressant. Mais comparativement à nos projets de recherche qui demandent tout un appareillage théorique et puis qui demandent une méthodologie bien... Non, c'était pas ça. C'est de la collecte de données analysées avec des recommandations. Donc, c'est très utile. Les organismes internationaux les utilisaient vraiment. Ils ne demandaient pas. D'ailleurs, on avait essayé, nous, de faire un projet pour 3 ans. On avait travaillé toutes les deux. Puis moi, j'avais beaucoup travaillé. Je savais ce que c'était que demande de subvention. Pour recevoir une fin de non-recevoir, on disait, on ne va pas subventionner 3 ans de recherche. Si vous voulez faire la recherche en 6 mois, c'est correct. On va vous donner un peu de fonds. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était qu'on collecte des données dans un petit endroit quelconque et puis qu'on fasse un rapport là-dessus, puis qu'ils puissent utiliser et dire qu'ils avaient utilisé de la recherche. Alors, bon... C'est une façon de faire, là, mais on n'est pas habitué à ce genre de choses-là. Mais moi, j'ai appris, j'ai vu ce que c'était que les conditions de travail des collègues qui ont des étudiants aussi, là, qui dirigent des mémoires d'étudiants, qui enseignent, qui dirigent des départements et qui sont intéressés. L'intérêt était là. C'est que les conditions matérielles d'existence, c'est encore le matérialisme, ne sont pas là pour aider. Au Sénégal, où j'ai eu aussi beaucoup de contacts, avec des collègues, sociologues en particulier, les conditions étaient meilleures, mais il reste qu'il y a encore des pesanteurs, si on peut dire, des difficultés d'expression aussi. On ne peut pas parler toujours aussi librement. Ce qui fait que tout ça fait que le rythme d'avancée, si on veut, est un peu différent. Les conditions sont différentes. Dans un pays musulman, mais c'est évident que travailler sur la condition des femmes, c'est pas comme dans un pays comme ici, par exemple, chrétien, ou pas du tout chrétien, ou très peu, comme au Québec. Alors, il y a toutes ces conditions-là. Alors, moi, je considère que personnellement, j'ai beaucoup appris. Pas sûr que les autres aient beaucoup appris de moi, mais moi, j'ai beaucoup appris de ces contacts-là, de ces invitations parfois à faire des conférences. L'intérêt était là. Ça, c'est certain. Il y a eu des publications, il y a eu des colloques. Mais il reste que les conditions pour y parvenir étaient tellement plus difficiles pour nous, pour elles que pour nous, que c'est pas égal. On peut pas se... Alors nous, on repart, on refait autre chose. Moi, j'ai fait une recherche intéressante qui a l'air de rien du tout, mais qui était à la demande de la Fédération des agricultrices du Québec. Et ça a donné une vidéo. Et j'ai trouvé d'ailleurs ce matin dans Internet la référence de la vidéo qui a été produite par rapport à ça. Ça, c'était une demande du milieu. Donc ça, c'était intéressant. C'est une petite recherche, mais qui a vraiment travaillé avec des femmes et des hommes. Et les entrevues qu'on a faites, qui étaient faites par un garçon et une fille, qui étaient eux-mêmes des enfants d'agriculteurs et d'agricultrices, tout ce qu'elles ont dit, ce qu'elles ont sorti dans les entrevues, on a fait une vidéo avec ça qui s'appelait « Ma douce moitié » et qui a été produite, la vidéo a été produite par Vidéofemme, donc très professionnelle, et Vidéofemme là dans son catalogue ici. Alors ça, c'est une petite recherche qui a l'air de rien du tout sur le plan d'anthropologie, et pourtant, sur le plan, je dirais, des effets et de l'intérêt, c'est peut-être plus intéressant, moins exotique que d'autres recherches.